ces dernières semaines. Qu'est-ce qui vous pousse à prendre la parole davantage ces derniers jours ? La gravité d'abord de la situation nationale et internationale. Quand on est confronté à des défis sans précédent, eh bien, il est important d'apporter son expérience. Ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de l'Intérieur, il est difficile de s'abstraire complètement du débat public. Un certain nombre d'années ont été hypothéquées dans d'autres combats en ce qui me concerne, mais aujourd'hui, je vois bien la nécessité d'exprimer une voix, une expérience, un regard aussi. Et surtout, je suis animé par une hantise. Ne pas répéter toujours les mêmes erreurs. Or, je constate que sur la scène internationale, sur la scène nationale, on a tendance parfois à manquer de mémoire. Et bien évidemment, là aussi, j'éprouve le besoin de lever le doigt le plus discrètement possible, parfois moins discrètement, pour rappeler qu'il y a des risques que nous ne devons pas prendre, qu'il y a des voies que nous avons déjà empruntées et qui ont conduit à des catastrophes. Ça fait 25 ans, pour prendre un exemple en matière d'intervention militaire, que nous refaisons les mêmes bêtises. Ça fait 25 ans, depuis le 11 septembre 2001, qui a été une déflagration, un choc sur la scène mondiale, qui a cette tentation de vouloir régler par la force seule les conflits. Mon expérience depuis des décennies, c'est que la force seule est une force vaine, c'est une vanité, et qu'il faut donc essayer de se fixer des objectifs politiques et ne pas se contenter de l'engrenage de la violence. Et on va revenir sur cette question d'ailleurs de la violence après, c'est évidemment un des points que je voudrais voir avec vous. Qu'est-ce qui a changé sur ces 2 dernières années ? C'est vrai que des crises en soi, il y en a eu ces dernières années, ces 10, 15, 20 dernières années, on en a vu beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a d'inédit dans ce qui se joue en ce moment, selon vous ? Alors d'abord, pour nous Français, il y a un environnement européen qui s'est très gravement transformé depuis 2022, la guerre d'Ukraine, 2023, la tragédie du 7 octobre et la spirale de violence qui s'en est suivie au Proche-Orient. Donc on a un environnement géopolitique très différent. Par ailleurs, nous sommes dans un monde qui n'est plus tout à fait, en ce qui concerne l'équilibre des forces, celui d'avant. Nous avons une logique de confrontation des puissances, et en particulier de la Chine et des États-Unis, qui devient aujourd'hui la grande affaire sur la scène internationale. Et nous voyons cette Europe, notre Europe, qui a beaucoup de mal à s'affirmer, beaucoup de mal à exister, en dépit des progrès qui ont pu être effectués. Et ça, on le voit depuis le défi sanitaire du Covid, depuis également la guerre en Ukraine, où nous avons pris toute une série de dispositions, mais nous restons toujours en retard par rapport à l'exigence d'affirmation sur la scène mondiale. Et puis, il y a une autre donnée qui, elle, est plus politique. C'est que nous avons vu les démocraties libérales être confrontées à des crises graves. Avec même ce sentiment extrêmement inquiétant que les régimes autoritaires pourraient s'en tirer mieux que nous, ou que les démocraties libérales pourraient être tentées par ces régimes autoritaires. C'est ce qu'on appelle l'illibéralisme, la démocratie illibérale, c'est-à-dire qui ne respecte pas l'état de droit, un certain nombre de grands principes fondateurs de la démocratie. Cette évolution, elle conduit à une crispation dans nos démocraties. Cette crispation, on la voit venir depuis un certain nombre d'années, et en particulier depuis le retournement de la mondialisation. Après l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, on a vu la part de la Chine dans la production mondiale s'accroître. Elle était en gros de 2% au début des années 90. Elle est aujourd'hui pas loin de 20%. La part américaine des États-Unis dans la production mondiale, elle est de 26%. C'est dire que il y a eu un rattrapage fait par la Chine. Il faut se rappeler que la Chine a historiquement toujours occupé une part très importante. La Chine des Qing, au XVIIIe siècle, était un ensemble respecté et admiré. Donc, cette évolution de la démocratie fait que il y a un branle-bas de combat aujourd'hui en Europe, avec la montée des populismes, avec la crise sociale, avec le sentiment que
tout fout le camp, que l'avenir sera moins bon pour nos enfants que pour nous. Donc cette inquiétude-là, il faut y répondre. La démocratie ne peut pas vivre si elle n'apporte pas des réponses, si elle n'apparaît pas en prise avec le réel. Or, peu à peu, elle est devenue incantatoire. Elle est devenue une sorte de champ coupé des réalités des Français. D'où la tentation, de votes extrêmes. Et jusqu'à cette période récente, ces 2 dernières années, effectivement, où, tout à coup, tout a commencé à dérailler, le second mandat d'Emmanuel Macron. Il y a eu donc l'élection de Donald Trump, la réélection plutôt d'ailleurs de Donald Trump, son arrivée au pouvoir. On va parler évidemment de la question de ses rapports de force à l'échelle internationale, en commençant peut-être par la question de ces liens entre les États-Unis et l'Europe, les États-Unis et la France. Dans l'histoire, évidemment, il y a eu des tensions, des désaccords très profonds entre la France et les États-Unis. Vous êtes très bien placé pour le savoir. Mais les 2 pays, historiquement, la France et les États-Unis, ce sont des pays alliés. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Alors, vous avez raison de rappeler que nous sommes historiquement des pays alliés, et ce depuis la fondation des États-Unis, puisque un certain nombre de Français se sont battus pour l'indépendance américaine. Lafayette, nous voilà, reste un élément reconnu par les Américains. Et de la même façon, lors des 2 guerres mondiales, nous avons bénéficié de cette générosité américaine. Donc, de part et d'autre, il y a des liens extrêmement profonds, et ce modèle américain, il a toujours été admiré en Europe et en France, et admiré pas seulement sur le plan économique, pas seulement sur le plan de la démocratie, cette vitalité de la démocratie, mais aussi sur le plan culturel. Un soft power assez exactement, important. Le regard vers Hollywood, le regard vers la créativité des industries culturelles américaines. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un basculement. Il y a un basculement d'abord parce que l'Amérique, et on a tendance parfois à l'oublier, est elle-même en crise et qu'elle n'est pas sortie de cette crise. On voit depuis des années monter une guerre culturelle, une sorte de guerre civile culturelle américaine, où on s'oppose sur des modèles de culture et de société, avec le wokisme d'un côté, avec de l'autre côté une sorte d'intransigeance dans la gestion de la société, et une angoisse qui est peu évoquée en général, qui est l'angoisse du basculement, je dis racial, parce que chacun sait que les races n'existent pas, mais d'un basculement de couleur de peau, d'un basculement ethnique qui est en prévision des prochaines années où la majorité blanche deviendra une minorité. Et c'est intéressant, le trumpisme s'est toujours appuyé sur cette majorité blanche, les zones industrielles défavorisées, le sentiment d'exclusion, le sentiment des hommes blancs de ne plus avoir leur place dans leur société et la reconnaissance traditionnelle. Donc il y a un enjeu culturel majeur. Et ça les conduit aujourd'hui à une politique qui se veut aveugle aux problèmes du monde. L'Amérique a toujours porté cette idée qu'elle était le phare de la démocratie mondiale, qu'elle apportait des valeurs au monde, qu'elle défendait la démocratie dans le monde. Or, aujourd'hui, nous avons changé de paradigme. Et c'est une évolution qui n'a pas commencé avec Donald Trump. Le paradigme de la démocratie n'est pas porté aujourd'hui comme valeur première. Même pour Donald Trump, c'est quasiment inexistant. Ce qui est porté, c'est le paradigme de la puissance. Cette idée que America First, Make America Great Again, c'est la grandeur américaine qui constitue l'objectif des États-Unis. Mais dans ce cas, alors évidemment, c'est quelque chose, comme vous le dites, qui n'est pas nouveau. Donald Trump, en soi, a une forme de continuité avec ses prédécesseurs. Mais vous l'avez dit, il y a un certain nombre de nouveautés dans sa façon de gouverner, dans ses ambitions aussi. On l'a vu et on va en parler. Dans ce cadre-là, aujourd'hui, est-ce que du coup l'Europe doit considérer les États-Unis comme un adversaire ? Est-ce qu'il y a un changement de perception à avoir de façon radicale vis-à-vis des États-Unis ? Alors, il y a une rivalité qui s'est installée depuis maintenant un certain nombre d'années. On peut le faire commencer avant même Barack Obama. Il y a une rivalité en matière économique, en matière commerciale. On l'a vu avec Joe Biden. Mais il y a plus que ça aujourd'hui. Il y a une méfiance. Et cette méfiance, nous avons raison de l'intégrer. Et elle est réciproque. C'est-à-dire que Donald Trump aussi... Est-ce qu'il faut passer tout de suite de l'autre côté et considérer l'Amérique comme un adversaire ? Je ne franchirai pas ce pas. Je pense qu'il faut soigneusement observer
à la fois ce que disent les États-Unis, ce que dit Donald Trump, le gouvernement, mais pas seulement. Ça ne se réduit pas, la politique, à ses dirigeants. Et il faut aussi regarder soigneusement ce qu'ils font. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a une hostilité vis-à-vis de l'Europe. Je dirais que dans les propos tenus par Donald Trump, la zone géographique qui fait l'objet du plus grand mépris, c'est sans doute l'Europe. Donald Trump est quelqu'un qui aime les hommes forts, les pays forts, et il a le sentiment que l'Europe taille des croupières aux États-Unis. Il cite toujours un chiffre qui est faux dans le déficit commercial des États-Unis entre les États-Unis et l'Europe. Il parle de plus de 300 milliards. Ce qui est faux, c'est la moitié à peu près. Mais on voit bien qu'il y a une cible. Et il est en quelque sorte vexé de voir qu'il y a des voitures européennes qui roulent aux États-Unis, qu'il y a des produits qui sont importés, que les Américains boivent du vin français et du cognac. Tout ceci est insupportable pour lui. Donc, soyons vigilants dans l'évolution et cette concurrence aujourd'hui qui existe. Soyons vigilants sur le plan économique et commercial. Tirons-en aussi les leçons sur le plan stratégique. En matière militaire, toute l'Alliance Atlantique repose sur cette solidarité entre les États-Unis et l'Europe. Et notamment dans le cadre de l'OTAN. Notamment dans le cadre de l'OTAN, et notamment dans le cadre d'un article, l'article 5, qui est un article qui se fonde sur la sécurité collective, c'est-à-dire que quand un État est attaqué, les autres considèrent qu'ils ont le devoir d'assumer aussi leur part de fardeau. Or, comment fonder aujourd'hui, comment considérer comme crédible cette relation, cette intervention des Américains, dès lors que la solidarité sur les valeurs, la solidarité sur la démocratie ne joue pas. En d'autres termes, si l'Amérique doit se déterminer selon le seul critère des intérêts américains en matière économique et commerciale concernant les barrières douanières, qu'est-ce que vous me donnez de façon à ce que je ne vous taxe pas? Eh bien, la même question va se poser en matière de sécurité. Qu'est-ce que vous me donnez pour que je puisse vous défendre. D'autant plus que Donald Trump, lors de la campagne présidentielle, à plusieurs reprises, a tenu des propos où, assez ouvertement, il déclarait qu'il ne serait pas certain de défendre tel ou tel pays. Alors lui mettait en avant la question du budget de l'État qui doit être consacré à la question de la défense, mais on sent qu'il y a une forme de réticence ou d'interrogation par rapport à la participation américaine dans l'OTAN. Vous avez raison, et à cela, il faut ajouter un autre facteur. C'est que Donald Trump n'a cessé de répéter qu'il ne souhaitait pas d'intervention des États-Unis à l'extérieur. Et derrière cela, il y a à la fois une idée de coût. Pourquoi les États-Unis paieraient pour des interventions? Mais il y a plus que cette idée de coût. Il y a une certaine idée de l'ordre mondial qui consiste à considérer que dès lors que les États-Unis sont la première puissance mondiale, eh bien, elle est assez puissante pour utiliser des moyens qui permettent de régler les conflits, d'où son idée, on va régler la question de l'Ukraine en 24 heures. Pourquoi? Parce que la puissance américaine serait telle qu'elle imprime, elle impressionne en quelque sorte les théâtres de crise et qu'elle règle par elle-même. Il y a quelque chose de miraculeux dans la vision de Donald Trump. Et c'est pareil pour le Proche-Orient. La peur, l'appréhension de ce que pourraient faire ou ne pas faire les États-Unis créerait en quelque sorte un cercle vertueux de paix partout. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas là une forme de paradoxe chez Donald Trump? C'est-à-dire que lors de son premier mandat, son slogan « America First », ça voulait dire, pour dire les choses très simplement, ça se traduisait notamment par un rejet ou en tout cas une limitation des interventions américaines, comme vous l'avez dit, à l'extérieur. Et en même temps, depuis son arrivée au pouvoir, il y a toujours ce slogan « America First », mais en parallèle à ça, on a les menaces d'annexion du Groenland, les menaces sur le canal du Panama, les menaces sur le Canada, les propos, et on va parler plus longuement après, sur Gaza. C'est des menaces d'intervention, ici, d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui a changé du côté de Donald Trump? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ce cadre-là? Alors, ce qui a changé d'abord, c'est qu'il a tiré les leçons de son premier mandat. Et il a manifestement beaucoup souffert de l'ineffectivité ou de l'inefficacité